Mais en tout cas, puisqu'on est à 2%, c'est quand même une des caractéristiques de Mensa. Oui. D'œuvrer pour le bien de l'humanité, ça fait partie de ses statuts. Donc si les deux personnes qui l'ont conçu au départ ont pensé naturellement à cette idée de contribution à l'évolution de l'humanité, je pense que effectivement c'est un fondamental. Et simplement, dans le cadre de l'intelligence extrême, il y a une différence entre la différence, c'est entre le devoir et l'honneur. Vous voyez, comme vous aimez bien les mathématiciens, il y a Dieudonné, Jean Dieudonné, il a écrit un livre pour l'honneur de l'esprit humain. Ah oui. Voilà. Donc, pour la douance, je pense que c'est une sorte de devoir. Et pour l'intelligence extrême, c'est une sorte d'honneur. Alors, j'ai justement une question pour vous, parce que je vous trouve, de là où vous êtes, avec les multidimensions avec lesquelles vous vous promenez, une faculté, une disposition, mais c'est sans doute à l'au parcours, à rendre intelligible ce que beaucoup de gens dans l'extrême intelligence ne savent pas faire, ce que savaient pas faire ni Perelman, ni Grothendieck, ni les autres, c'est-à-dire être en métacognition. Mais pour être en métacognition, faut avoir la cartographie du langage, des interlocuteurs. Sinon, comment vous pouvez parler à des étrangers parce que vous comprenez pas ce qu'ils comprennent pas, ce qu'ils attendraient de vous, de là où vous êtes et tout le décalage qu'il faut réduire, c'est-à-dire que ça coûte plus cher que de désapprendre que d'apprendre. Et globalement, on l'a avancé avec Grothendieck, c'est de dire j'ai juste vu, mais comment aller expliquer? Pour expliquer, il faut comprendre ce que les autres ne comprennent pas et aller les chercher à l'endroit où ils sont. Pour autant qu'on en ait avis, qu'on soit équipé, et puis ça peut créer des effondrements par ailleurs dans les deux sens. Et alors vous, et je trouve ça absolument magnifique, vous arrivez à avoir toutes ces multidimensionnalités d'intelligence extrême et avoir une intelligibilité et donc avoir accès à une métacognition, d'interagir avec des gens qui sont pas à votre niveau et sur votre spectre. Et il n'y a pas de question d'ego, c'est plutôt de la nature, de la densité, et de l'intensité, et aller pouvoir expliquer ça, ce que peu de gens dans l'intelligence extrême savent faire ou ont le courage de faire, parce que c'est quand même un foutu job. Mais des fois, on leur donne pas le temps. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas gaspiller du temps et d'aimer les gens. À partir du moment où on aime les gens, on aime l'humanité, parce que finalement c'est ça, aimer son prochain, c'est aimer l'humanité. L'humanité est, dans le fond, totalement inconnue. Si on n'est pas capable de rendre intelligible quelque chose qui était au départ inaccessible, il ne sera pas partagé. Parce que le problème, c'est que il y a une différence entre la distribution et le partage. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de grande distribution et on ne parle pas de grand partage. Mais en réalité, si on suit un cheminement dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est de partager. Imaginez, par exemple, que vous alliez dans un pays qui vous tienne à cœur pour la première fois, vous prenez énormément de photos, et quand vous revenez, on vous interdit de montrer les photos à vos amis. C'est comme si vous n'y étiez pas allé. Eh bien, dans le cadre de l'intelligence extrême, l'idée, c'est de dire, si c'est pas intelligible ce qui a été fait, c'est comme s'il n'a pas été fait, parce qu'il ne sera pas absorbé par l'humanité. Et ce qui est important, c'est qu'il soit absorbé par l'humanité pour que l'humanité puisse évoluer, et donc finalement qu'on se retrouve pas avec des pics et des pointes qui ont été lâchés en raison, si vous voulez, d'une forme de saturation, d'un effondrement intellectuel. Et finalement, comme on n'a pas pu les suivre, eh bien, il a fallu les retrouver. Donc, par exemple, quelqu'un comme Galois, il a fallu attendre Liouville, 80 ans après, pour comprendre ce qu'il avait fait. Et s'il n'avait pas laissé ce testament écrit, on n'aurait jamais su qu'il avait fait. Donc, pour moi, rendre intelligible l'impensable est une nécessité dans le cadre de l'évolution de l'humanité. Donc, c'est en fait un devoir. Et finalement, dans le cadre de l'intelligence extrême, cela paraît naturel, parce que finalement, c'est pour éviter le phénomène de goutte. C'est-à-dire qu'en fait, on a un front, et on dit le phénomène de goutte quand il y a une goutte qui se sépare,
et qui n'arrive pas à être rejointe par le front. Si le front ne touche pas le bord de cette goutte, celle-là, elle est perdue. Donc, peut-être pour résumer de manière différente, c'est de dire, si vous avez un génie sur une île qui n'a pas accès à l'humanité, qui peut faire ce qu'il veut, mais il n'a pas accès à l'humanité n'a pas accès à lui. C'est comme s'il n'existait pas. Donc le problème de l'intelligible, finalement, c'est la connexion entre l'intelligence extrême et l'humanité. Ouais, merci. C'est un vrai travail, c'est extrêmement important de part et d'autre. Alors, je ferai bien des tours par Wittgenstein, auquel vous vous intéressez aussi et dont vous parlez sur votre site, dans son Tractus, qui est évidemment largement concerné par le sujet et qui a travaillé sur cette difficulté entre la pensée et le langage. J'explique souvent que c'est pas le même langage, le langage de la pensée du langage, et la place des philosophes là-dedans, pour essayer de rendre intelligible, donc par le langage, des choses inaccessibles pour une part de la pensée, et faire en sorte que cette mise en tension puisse aussi être une transmission. Mais justement, parce que je vois que vous aimez aussi Wittgenstein, pour moi, Wittgenstein a peut-être une difficulté au niveau du formalisme, surtout dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Et si on va plus loin, parce que son œuvre a beaucoup évolué, je pense aussi par exemple au Livre bleu, et ce n'était pas un effort de sa part d'être non clair. Alors que c'est ce que je vois dans L'être et le néant de Sartre. C'est-à-dire qu'en fait, il va utiliser un formalisme qui va vous engendrer un problème, c'est que vous allez avoir accès à votre dictionnaire plus souvent qu'à la page. Donc l'idée est différente. La complexité de la pensée de Wittgenstein, elle provient pas d'une volonté de projection, elle provient d'une volonté de résolution de problèmes. D'ailleurs, Bertrand Russell était beaucoup plus compatible, on va dire, au niveau sociétal, et il a eu aussi du mal à le comprendre, mais il a fini par le faire. Mais Wittgenstein est allé encore plus loin. Et sa façon de faire, avec le 1.1, 1.2, etc., c'est une façon très clarifiée. Moi, je retrouve des schémas, par exemple, qu'on a chez Chomsky beaucoup plus tard. Mais l'idée, c'est de dire que c'est important, quand on lit un texte, d'avoir accès à l'architecture. Et ça fait partie des rares philosophes. Il y a aussi Spinoza, en termes de paragraphes, qui a essayé de mettre en évidence une géométrie de cette architecture qui permet de concevoir de façon plus claire et ensuite d'avoir une synthèse, de dire, voilà, tous ces points-là, ça aboutit à cette phrase. Si vous voulez pas lire Wittgenstein, il suffit de lire les points qui n'ont pas de points. Vous lisez simplement les points. Mais si vous les lisez seulement cela, vous vous dites, mais comment il est passé de ça à ça? Et là, vous dites, voilà, on fait un unzip et on retrouve son texte. C'est fondamental parce qu'on le retrouve souvent, par exemple, chez Erdős. Erdős a été capable de fournir des démonstrations mathématiques très élégantes au sens de Chaitin, donc avec le minimum au niveau conceptuel, mais en fait, des passages pour aller de l'un à l'autre très intellectuels, où il faut vraiment se casser la tête pour dire, mais c'est une sorte de puzzle pour aller de l'un à l'autre. Par contre, si on a une démonstration, par exemple, sur les nombres premiers, plus classique, qui va utiliser même de l'analyse complexe, on voit bien le cheminement, on voit par où il est passé. Mais c'est vraiment des mastodontes pour des fourmis. Et là, en fait, on a l'impression que l'élégance provient du fait qu'il a une énorme capacité à voir la difficulté, ensuite à la coder, et on voit chez Wittgenstein que quand il met les étapes intermédiaires, combien ça nous aide pour passer de l'un à l'autre. Bien ça veut dire qu'il y a un effort d'intelligibilité. Pourquoi? Parce que il était intelligent, ça fait pas de doute. Il faut imaginer aussi que Wittgenstein, quand il était en conférence, il ne lisait jamais son texte, même pour ses cours. Les textes qu'on a de Wittgenstein, c'est les textes de ses élèves. C'est les notes de ses élèves. Lui, il n'y avait rien, il y avait le tableau, il écrivait. Bon, ça c'est déjà super rare, parce que la plupart des gens, ils ont des notes, ils prennent, ils copient, etc. Bon, quand il est capable pendant 2 heures de parler, de vous faire je ne sais pas combien de références, et à la fin, vous trouvez que c'est complètement cohérent et ça passe d'un point à l'autre, vous dites quand même, il doit avoir accès à une méta-architecture qui est quand même beaucoup plus grosse que ce qu'on voit nous. Et c'est ça le cas. Donc c'est le phénomène,
on pourrait dire d'iceberg. Et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si on imagine l'iceberg, nous on a l'impression qu'un iceberg c'est comme un glaçon. J'adore ce petit problème. Vous savez, vous mettez un glaçon dans un verre d'eau et vous vous dites, voilà, le glaçon a fondu. À quel niveau va l'eau? C'est assez intéressant parce que les gens tout de suite se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, avec le iceberg, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a accès qu'à la partie haute, mais le 8/9e, ce substrat-là n'est pas accessible. Donc, je pense qu'en fait, il faut bien se rendre compte que dans le cadre de l'intelligence, disons, de la douance, ce qui se passe, c'est que on voit pas le bas de l'iceberg, on voit que le haut. Dans le cas de l'intelligence extrême, ça s'inverse. Et en fait, ce qui est accessible, c'est juste ce qui est visible, effectivement, mais ce qui est invisible, c'est pas en bas. Donc tout vient en haut, et vous avez une sorte d'iceberg inversé. Mais comme vous le voyez pas, vous voyez que le glaçon. C'est un peu comme l'arborescence dont parle régulièrement un certain nombre de personnes. Pour moi, ça ne caractérise pas la douance parce que tout le monde a une arborescence, mais c'est pas la même taille d'arborescence et c'est pas la même machinerie. Mais je pense que quand on va sur l'intelligence extrême, l'arborescence, elle est dans l'autre sens. Ce qui rejoint votre iceberg, c'est ça tombe d'en haut. C'est l'impensable. Alors après, faut aller en haut, c'est qu'on n'est pas dans le même univers. Mais enfin, pour moi, c'est plutôt celui-là qui est passionnant en haut. Mais faire de la pédagogie ou de l'intelligibilité, c'est vraiment faire un effort parce que globalement, vous dites moi je dis que c'est ma contribution à l'humanité, mais en gros pour beaucoup l'humanité elle s'en fout. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire l'économie de ça parce qu'on égoïstement on n'en a pas forcément besoin. Non, Ce alors, qu'on fait à un certain nombre de personnes. pour être plus clair et pour vous montrer que je vous aime plus que vous pensez, non, l'humanité ne s'en fout pas. La société peut s'en foutre, c'est vrai, mais Ah oui, l'humanité, d'accord. elle Je vit suis de d'accord. ça. Voilà. Ça me va. Merci pour la correction et je souscris. Je suis d'accord. Avec plaisir. Non, les nuances sont importantes et c'est vrai que euh, il y a un risque de confusion malheureuse que j'ai faite. Je crois qu'il faut garder de l'espoir, évidemment. Je crois qu'il y a plein de gens perdus et des génies et des gens dans l'intelligence extrême. En gros, c'est pas une question d'ego, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de réseau. C'est pour ça que je fais ma chaîne et vraiment encore infiniment merci d'être venu et que j'ai le soutien de Gaëtan. C'est une contribution pédagogique. Sinon, je peux très bien vivre sans ça, il y a aucun problème. Mais je pense qu'il y a des parents à aider, qu'il y a des enfants à aider, qu'il y a des enfants qui sont dans l'intelligence extrême avec des parents qui sont démunis, mais démunis, et qui disent comment je fais avec un être pareil qui m'a déjà scanné Comme vous, et comment je vais le protéger. comme vous êtes passé dans un cadre autoréférent, de toute façon, moi, j'ai le droit de parler de Gaëtan aussi. Ce qui m'a surpris, justement, parce que j'ai vu qu'il disait, si on a un problème de connexion, il faut l'appeler. Ça m'a rappelé les Américains qui disent, si vous êtes perdu, regardez les affiches. Donc là, donc je l'ai appelé et ce qui m'a surpris, c'est que pour un technicien, disons, il a une voix très douce, très lente. J'avais l'impression de parler avec un technicien du nucléaire, c'est-à-dire que c'est pas la peine de s'exciter, on va résoudre votre problème. D'abord, c'est pas un problème, il est déjà résolu. Très bien. Alors c'est ça que j'ai senti. Donc c'est quand même une intelligence et une gentillesse extrême. Et l'autre chose que je vais vous dire par rapport à votre chaîne, sinon on serait pas en train de faire ce compte, parce que pour moi c'est pas une interview, ça c'est plutôt une collaboration et une contribution à ce que vous faites qui est vraiment remarquable. Donc ce point-là, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est que l'humanité, c'est des singularités, des relations et une structure. Bon. Ces singularités caractérisent la structure, comme dirait un théorème de Riemann. Bon. Le problème, c'est qu'elles sont souvent isolées. Vous faites partie des gens qui les relient. Donc, ce phénomène que quand on vous dit, moi j'avais l'impression d'être seul, normalement, vous devriez lui dire, t'es pas le seul à le penser ça. Tous les autres aussi, ils étaient seuls avant. Et le problème, c'est d'être seul avec l'humanité. Alors, vous allez me dire, mais c'est un oxymore, parce que vous dites que vous êtes seul. Non,
que je veux dire, c'est que quand on est seul avec l'humanité, c'est que c'est la singularité qui a conscience de la structure, mais qui ne voit pas les relations. Donc il se dit, bah, je suis isolé, je veux faire ce que je peux. Donc là, ça peut être aussi vous voulez, une absence d'espoir, en se disant, tout ça, ça va être perdu. Bon. Et ensuite arrivent des gens comme vous, donc c'est, comment vous qualifiez? De gluons, voilà, j'ai trouvé. Gluons. Vous êtes des gluons, c'est-à-dire que ceux qui mettent en contact les gens, sans ça, on aurait l'impression d'être totalement isolé. En réalité, vous leur montrez par votre travail, votre chaîne, vos explications, qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont rares. Et c'est totalement différent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de solitaire en termes de diamant. Un diamant, il est solitaire parce qu'il est censé être seul et incomparable. Mais si quelqu'un disait qu'il est solitaire dans ce sens-là, ça voudrait dire que c'est quoi? C'est de la solitude? Non, c'est quand même de la rareté. Donc vous arrivez en joignant des personnes qui se sentent isolées à les transformer de solitaires en diamants. Et Oh, c'est si beau. on réfléchit à ce niveau-là un peu plus loin, c'est quand même que dans l'obscurité qu'on voit les lumières. Donc, à partir du moment où il y a des gens comme vous qui sont capables de voir les constellations, de voir quelles lumières peuvent être associées pour voir un autre objet qui est impensable, ça fait du bien au cœur. Et je pense que votre première contribution, c'est de faire du bien aux gens sur le plan non pas mental, mais sans doute sentimental. Je pense que c'est dans un deuxième temps qu'ils comprennent que vous les aidez même mentalement. Le problème, au départ, c'est de trouver quelqu'un qui vous embrasse, qui vous rejette pas et qui vous dit voilà, tu es comme ça. Je pense à votre ami, on en avait parlé hors cadre, mais euh, à votre ami médecin. Bon, Bénédicte Helfer. voilà, donc je ne dis pas plus de détails parce que je ne la connais pas, mais vous avez mentionné son cas, et je pense que c'est le fait de l'embrasser qu'elle a dû sentir dans un premier temps, et je trouve que c'est, si vous voulez, une métaphore dangereuse, parce que vous savez bien que dans l'autisme, on évite d'embrasser les gens, on évite de les serrer dans ses bras. Eh bien vous avez cette capacité à serrer dans vos bras des gens qui normalement ne devraient pas accepter parce qu'ils le ressentent de manière différente, et finalement ils se rendent compte que vous êtes bien plus altruiste que vous ne le semblez être. Donc finalement, ils voient votre profondeur dans votre approche, et je pense qu'ensuite, ils gardent le contact avec vous, et moi je peux vous dire que ça sera mon cas, je garderai le contact avec vous, même si on refait plus d'émissions, parce que je trouve que ce que vous faites, c'est formidable, il faut le continuer. Alors je sais, vous allez me dire, il y a peut-être des difficultés pour faire une chaîne, etc. Enfin, vous avez Gaëtan. Ouais, ce que vous dites, je suis d'accord parce que c'était j'ai beaucoup de retours dont je parle pas beaucoup depuis longtemps, un peu près de 20 ans, euh, de, de, de personnes et je comprenais pas comment je les touchais. Je pensais au début que c'était mon cerveau, mais en fait pas du tout, c'est les cellules. Ce sont des connexions, ce sont des résonances cellulaires qui fait que ça vient toucher avec l'intégration. En fait, ça connecte ou ça connecte pas. Donc ça vient réveiller des cellules. Chaque cellule pour moi étant un cerveau. Il n'y a pas quelque chose à convaincre. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de rejet. C'est soit Ah, ça mais je connecte. pense que vous créez un réseau synaptique, hein. Vous trouvez des neurones, mais vous faites Oui. beaucoup de synapses, et donc ça change le cerveau. Et après, ensuite, Oui. le neurone se dit, c'est quand même sympa d'être avec d'autres neurones quand on est dans un réseau synaptique. Donc ils se disent pas simplement, je suis un point isolé, est-ce que je pourrais devenir un point d'accumulation? Là, c'est différent. C'est vous créez des connexions, et ces connexions, on le sait très bien, même dans l'apprentissage profond, que c'est ce qui permet de résoudre des problèmes qui semblent non résolubles. En fait, ça donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que ça permet de pas être jugé, pas être critiqué, d'aller en gros, moi je dis aux gens, vous allez où vous voulez. De toute façon, je suis comme l'air, je suis en face de vous. Et puis en gros, vous me donnez 3 mots et je sais de quoi vous parlez parce que j'ai aussi accès aux architectures. Et en fait, ça permet de réinternaliser, de remettre de la normalité et d'apprivoiser ça pour en faire quelque chose qui soit objectivable et opératoire. Après, il faut voir avec qui on interagit, mais ça crée ces formes de subtilité et le langage. Je refaisais toujours les connexions avec Wittgenstein. Je crois qu'il y a le langage du langage et puis il y a le langage
invisibles des cellules et des vibrations et des fréquences qu'on peut générer, qui font que par ailleurs les femmes surdouées peuvent être en difficulté parce que elles font rayonner une lumière qui peut faire déranger les autres femmes et déranger les autres hommes, pas pour les mêmes raisons. J'avais une question. Vous avez abordé un point que je me pose toujours, pour lequel j'ai pas totalement la réponse. Est-ce que, à votre avis, au-delà de 4 sigma, il y a systématiquement de l'autisme? Et quand je parle de l'autisme, c'est de l'autisme plein ou de l'autisme Asperger ou des traits autistiques. Il y a une étude aux États-Unis dont j'ai plus le nom qui explique que je sais plus qui l'a fait, qu'il y a une surreprésentation de TSA et de TDAH. Mais quand je vois les personnes dont on a parlé extrêmes, Perelman qui avait une tête très exotique, qui se coupait pas les cheveux, qui se coupait pas les ongles parce qu'il s'en foutait un peu, et puis qui était totalement, enfin qui est toujours là à Saint-Pétersbourg avec sa mère, qui est très robotisé dans les courses qu'il va faire, de la manière dont il organise sa vie. C'est typiquement autiste. Grothendieck à sa manière, mais me semble-t-il pas tout à fait le même. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, sur la présence de l'autisme, et dans l'autisme, je mets des guillemets, de l'autisme générique, parce que je pense que c'est pas le même, dans ce monde-là? Bon, d'abord, de toute façon, dans ce cadre-là, on est en train de parler plus précisément du syndrome d'Asperger. C'est pas un Oui, autisme oui, bien sûr, hein. général. Bon, je pense en fait que c'est comme dans la vie normale. C'est-à-dire que les gens qui sont spécialisés dans un domaine sont plus visibles. Bon. Et on voit plus facilement quelqu'un qui a un talent que quelqu'un qui est surdoué. Et je pense que même dans le cadre de l'intelligence extrême, moi, je connais pas mal de monde dans ce domaine. Je parle au-dessus de 4 sigma. J'en connais aucun qui soit autiste. Ah bah très bien. Je parle de gens que je connais vraiment, hein, je veux dire pas de théorie, hein, et pas de publication. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la réalité, je pense que ces gens sont bien plus compatibles, mais directement avec l'humanité, mais pas forcément avec la société. Donc, je vais vous donner un exemple un peu rigolo comme ça. Vous imaginez que nous soyons à une table, je sais pas, il y a 8 personnes et ils sont avec vous. Et quelqu'un dit, par exemple, moi, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un surdoué. Bon, eh bien, la réponse que vous pouvez donner, naturelle, c'est qu'il ne le verra jamais. Mais c'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est qu'il a un problème de vision. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra jamais le voir. Donc, dans le cadre de l'intelligence extrême au-dessus de 4 sigma, les gens ont plus tendance à repérer plus facilement les gens qui ont un syndrome d'Asperger, mais quand on regarde précisément ce cadre-là, les Asperger ne sont pas du tout la majorité. Mais c'est ceux qui sont le plus visibles par quelqu'un qui ne comprend pas le cadre. Je comprends. Voilà. Donc en Euh, fait, c'est plutôt l'intelligence de l'observateur qui a un problème. C'est pas l'intelligence de l'objet observé. C'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez et comment dire, si j'osais me moquer de vous, enfin, c'est pas une moquerie, mais c'est pourquoi vous preniez de façon bizarre. il n'y a pas de Si je vous problème. disais par exemple, non, non, vous allez voir. Si je vous disais par exemple que parmi les machines les plus intelligentes au monde, donc qui ont une intelligence extrême, hein, eh bien, elles sont quasiment toutes autistes. Vous me diriez, mais d'où ça sort ça? Eh ben, c'est la même, la même impression que vous m'avez produit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les connaissant pour de vrai, j'essaie de chercher qui ressemble à ce qu'ils viennent de dire. Il n'y en a aucun. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous savez, par exemple, vous voyez des femmes, vous voyez une dizaine de femmes. Il y en a une qui a une énorme cicatrice, hein, caracota, comme dirait Victoria Abril. Et c'est elle que vous allez vous rappeler. Vous voyez, il y a un impact qui est fait par l'objet observé. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas accès à l'ensemble de l'information, donc on visualise plus facilement ce cas. On se dit, tiens, voilà, je l'ai vu ça, j'ai revu ça. Et je le vois parce que des fois, dans l'enseignement universitaire, je parle justement des cas, dans l'autre cas, des cas difficiles et avec des handicaps.
Et je me rappelle très bien quand je parlais une fois de la trisomie, un de mes étudiants m'a dit, j'ai parlé de ce genre de problème de caractérisation à quelqu'un, et en fait, il s'est rendu compte que la personne avait vu une autre personne trisomique et considérait que c'était la même. C'est-à-dire qu'en fait, le faciès c'est tellement le même qu'il disait, voilà, c'est Georges. J'ai Vous faites revu une Georges. généralité. Mais en fait, après, on lui a dit, mais Georges n'est jamais sorti de chez lui. Donc, en fait, dans son, comment dire, quelqu'un qui connaît pas un chien particulier trouve que tous les chiens se ressemblent. D'ailleurs, ça aide beaucoup les émissions télé. Hein. Si vous regardez par exemple une émission comme Rex, ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins deux chiens. Bon, la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre que c'est deux bergers allemands différents. Bon, mais il y en a un qui fait quelque chose et l'autre fait autre chose. Quand on le voit dans le film, si quelqu'un vous prévient, vous allez dire ah ça c'est lui, ça c'est le 1, ça c'est le 2. Vous allez faire tout de suite. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien plus facile dans le cadre de l'intelligence extrême de repérer un syndrome Asperger que de repérer les autres. Je suis d'accord, hein, moi j'ai des cas de Sigma qui n'ont pas d'autisme, mais c'était pour avoir votre avis sur le sujet, parce que il y a cette étude-là. Quand j'ai parlé de moquerie, c'était par rapport à une intelligence artificielle, c'est-à-dire de dire d'un seul coup, tiens, pourquoi ça serait pas un syndrome? C'est-à-dire, ça serait rigolo de dire que Gemini, c'est un syndrome Asperger. Quelqu'un vous dirait, mais pourquoi pas? De toute façon, il répond qu'à vos questions, il fait pas autre chose. Bon, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on arrive à catégoriser? Oui. Si on a des catégories relativement floues et une qui est très claire, on a tendance à revoir. Par exemple, si vous êtes plus sensible à une couleur sur un tableau, par exemple au vert, vous allez trouver que chez Van Gogh, il y a quand même beaucoup de vert. Bon. Et si quelqu'un est sensible au rouge, il va trouver qu'il y a quand même beaucoup de rouge. Et après, vous vous dites, mais on est sensible à quoi? Bah, à la polychromie, quoi, ça s'appelle. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il faut bien, c'est Brooks qui le dit en robotique, il faut bien faire attention au fait que l'intelligence de l'observateur influence l'intelligence qu'on croit qu'émet l'observé. En réalité, on arrive mieux à caractériser ce qu'on connaît que ce qu'on connaît pas. Donc, sur un cas qu'on connaît Asperger et les 9 autres on les connaît pas, eh bien, on va se rappeler qu'il y avait un cas. Et par exemple, on parlait des hommes et des femmes, parce que vous avez parlé des problèmes. Donc, on voit bien qu'au-dessus de 164, on est plutôt à un ratio de 1 sur 7. Bon. Donc, en fait, homme pour 7 femmes. C'est le contraire. C'est en fait, on a une femme pour 7 hommes. Pardon, donc, une femme pour 7 hommes, oui. Voilà. Dans les cas extrêmes, mais dans les deux sens, hein, dans les deux sens de la courbe. Bon. Dans les cas extrêmes, on a plus d'hommes que de femmes. Bon. Mais ça veut rien dire du tout parce que, en fait, quand on regarde, par exemple, parce que moi, j'ai des amis aussi à ce niveau-là, femmes, eh bien, je peux vous dire que on a du mal à voir la différence parce qu'au niveau du comportement, de la pensée, on voit bien que c'est extrêmement complexe, que c'est extrêmement organique. Et le fait de différencier homme-femme à ce niveau-là, je ne sais même pas si ça représente un intérêt, c'est simplement que c'est sans doute le plus simple à voir, parce qu'après on pourrait dire combien il y en a qui sont grands ou petits, combien il y en a qui sont gros ou maigres. Ça serait intéressant aussi, ça serait visuel, on comprendrait. Mais par exemple, si je vous disais, parmi les gens d'intelligence extrême, combien de gens obèses vous avez repérés? Est-ce que ça serait révélateur? Donc, ce que je veux dire par là, pour conclure, c'est que la caractérisation n'est pas forcément révélatrice du problème. Mais elle est plus accessible, donc on l'utilise plus facilement. Ouais, j'ai eu plusieurs fois cette question et souvent je réponds que à partir de l'intelligence extrême, les gens sont désâgés, dégenrés. Désâgés, dégenrés. C'est-à-dire que la notion d'âge n'existe pas. C'est-à-dire que ce sont deux entités biologiques qui communiquent, qui peuvent avoir 13 ans ou 70, c'est pareil. L'âge n'a pas d'impact et le genre n'a pas d'impact. Alors, je comprends dans quel sens vous le dites. Simplement, il faudra que vous fassiez attention parce que on risque de vous mettre dans une agenda un peu spécial. Mais l'idée, c'est de dire en réalité que les gens à haut niveau se comprennent et ne communiquent pas seulement. Donc, en fait, au lieu de la communication, on a de la compréhension. Et la compréhension rejoint l'idée qu'on va vers l'autre
il y a cette forme de gentillesse, on va l'embrasser sans que ça soit choquant, et finalement, on se rend compte que les problèmes de communication s'effectuent parce que les modes de pensée sont totalement différents et incompatibles. Quand ils sont très complexes avec des architectures multiples, c'est comme si vous aviez deux cathédrales qui communiquent entre elles. En fait, elles se comprennent et elles arrivent à comprendre comme deux symphonies. On voit bien comment fonctionnent les premières parties, secondes parties, etc. On voit des motifs, on voit des sous-architectures et finalement, il y a une compréhension. Je crois que ce qui domine dans l'intelligence extrême, c'est justement la compréhension et pas la communication. Or, la société voudrait avoir de la communication. Elle est spécialiste de la com, elle n'est pas spécialiste de la compréhension. Donc, si les gens ne communiquent pas comme elle veut, elle a l'impression qu'ils sont contre elle. Mais entre eux, il y a une telle compatibilité, ils se parlent de manière si naturelle que si un observateur, un tiers, regardait une conversation entre deux intelligences extrêmes, je dirais, mais c'est pas possible, ils sont normaux. Exactement. Voilà. Mais en fait, évidemment qu'ils sont normaux, mais ce qui est anormal, c'est de leur imposer de communiquer sans compréhension. Merci pour votre remarque, explicitation, parce que je ne souscris pas à l'agenda non plus. Et pas du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc, mais merci, vous avez fait les éclairages qui étaient nécessaires. C'était pour pas qu'il y ait une confusion ensuite, une interprétation Merci beaucoup. surinterprétée, comme dirait Umberto Eco. Non, mais merci beaucoup. Euh, pour, est-ce que vous voyez, vous verriez d'autres invariants significatifs pour l'intelligence extrême? J'en rajoute un dont je parle de temps en temps, c'est le silence. C'est-à-dire que plus on monte dans les étages supérieurs, plus il y a du silence parce qu'il y a de l'invisibilité, de l'implicite, où les empans de communication sont tellement loin qu'il y a il y a moins de mots, mais surtout chaque mot ponctue le silence, là où dans la société ordinaire, c'est le silence qui ponctue les mots ou le bruit. Ah, ce qui vous a sauvé pour qu'on soit compatible, c'est que vous ayez dit le mot bruit à la fin. Parce que j'étais sur le point de dire, on est quasiment sur la même longueur d'onde, comme dirait Einstein, mais la différence que je vois, moi, c'est pas tellement le silence, c'est plutôt l'absence de bruit. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de la communication sans compréhension, on a énormément de bruit, énormément de mots pour peu de contenu. Et là, C'est ce qu'on voit au niveau de l'intelligence extrême, c'est qu'on a énormément de contenu. Donc, les mots, ben, il n'y a pas besoin d'en faire, hein, d'en rajouter. Et le fait qu'il n'y a pas de bruit, je retrouve plus la notion qu'on a en musique d'harmonie. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme un orchestre. Dans un orchestre, eh ben, vous n'entendez pas de bruit. Alors, le premier bruit qu'on entend dans un orchestre, c'est quand il s'installe. Ensuite, il y a le problème des accords, enfin quand ils vont se mettre au la. Donc on va avoir bien sûr le hautbois qui va être repris par le premier violon, ils vont tous se mettre, on va avoir une sorte de son caractéristique, et ensuite on passe à l'aspect musical. Le silence et le son, ils sont tous les deux dans le même cadre harmonique. Oui, Du moment où il n'y a pas de bruit, le silence est un moyen de comprendre. Et quand dans le monde musical, dans une symphonie, on met des silences alors qu'on a accès à un orchestre, c'est toujours significatif. Ce n'est pas pour rien. C'est pas parce que là, il y a quelqu'un qui a oublié de mettre des notes. Donc, le silence, pour moi, même au niveau musical, et vous voyez qu'on a les 7 niveaux comme pour des notes, eh bien, il permet de réaliser une autre compréhension, une autre émotion, parce que je croyais au départ, vous allez me parler de l'hypersensibilité en termes d'invariants, ça existe aussi, mais là, l'absence de bruit, je trouve que c'est effectivement caractéristique. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de discussion avec quelqu'un où je me dis, oh là là, j'en peux plus d'écouter ça. Alors qu'en fait, à d'autres niveaux, c'est quasiment tout le temps.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous rentrez dans un bus, dans un métro, dans un tram, et vous écoutez les conversations, ce n'est pas très étonnant que la plupart des gens prennent après un casque. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est la capacité qu'ont certaines personnes à lire un livre dans ce cadre-là. Alors c'est peut-être Zazie dans le métro qui lisent, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pour moi, le livre, quand il est lu dans le monde du silence. Donc mais je crois que c'est pas un problème d'opposition. Alors peut-être que j'explicite trop et au risque de vous décevoir. Pour moi, c'est pas une opposition entre mots et silence, c'est plutôt entre bruit et harmonie. Ça me va. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai rajouté bruit derrière mots. C'est-à-dire que les mots sont pas des mots, sont du bruit. C'est pour ça, c'est pour ça. Donc, j'adore en fait aussi le langage murmuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop. On dit l'essentiel. Donc, quand on est à ce stade-là, c'est en fait, c'est même quand vous lisez un poème, vous lisez un sonnet, vous savez très bien qu'il est complètement structuré, qu'il a quelque chose d'artificiel. Et puis finalement, quand vous le lisez, vous trouvez ça tellement beau que vous avez oublié que vous avez lu un sonnet. En réalité, le fait que ça soit un sonnet a forcé l'auteur à trouver des rimes, à trouver une métrique différente, plus complexe. Finalement, il a réussi à la mettre en valeur, créer quelque chose de magnifique parce que c'est simple, mais la technique, on la voit plus. C'est comme les tableaux de Léonard, c'est-à-dire on ne voit pas l'aspect technique derrière, on voit simplement l'art. Donc pour moi, la différence dans l'intelligence extrême, c'est que on entend plus l'art que la technique, parce que la technique, elle va de soi. On a les mêmes composants, les mêmes capacités, donc, c'est comme si on avait, par exemple, deux ordinateurs qui communiquent, ils vont pas simplement tout le temps se dire combien de CPU, GPU et TPU ils ont. Ils s'en foutent. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils comprennent l'un de l'autre. Eh bien là, à ce niveau-là, c'est effectivement un monde sans bruit, c'est de l'harmonie. L'harmonie est initiale, mais elle est souvent abîmée par des considérations superfétatoires. Et finalement, quand on arrive à dépasser ce niveau, on trouve que c'est normal. Peut-être que ce qui rejoint votre pensée, c'est quand vous montez, je sais pas moi, au Mont Blanc, au Everest, etc., ou quand vous faites donc de la montagne, la chose qui est caractéristique, c'est évidemment, vous allez me dire, le silence. Moi, je pense que c'est plutôt l'absence de bruit. Et d'un seul coup, on trouve quelque chose d'harmonieux. Moi, je prends souvent l'avion, donc je passe par-dessus les montagnes. Euh, Ça me gêne ce bruit dans l'avion, mais j'adore toujours cette vue. C'est pour ça que je suis toujours à des sièges Alpha et Foxtrot pour voir ce qui se passe, finalement pour admirer ce qui était inaccessible pour Leonardo da Vinci. Et l'idée, c'est de dire combien le monde est beau en montant simplement de quelques kilomètres. Et après, vous avez de nouveau l'atterrissage et vous dites, bordel, ça recommence. Bon, ce que je veux dire par là, c'est, ah oui, parce qu'imaginez l'impact que vous avez quand vous êtes dans un grand aéroport, genre Paris, hein, Francfort, etc. Et vous avez ce passage, vous partez dans le ciel, là, tout est impeccable, etc. Il y a le soleil. Vous redescendez, vous avez ces forces de fourmilière où vous dites comment on arrive à gérer ça. Mais finalement, moi, ce que je vois dans ces, entre guillemets, cavernes d'acier, c'est que ces aéroports, c'est ce qui nous permet de voler. Donc, c'est un moyen qui est rendu accessible par l'évolution de l'humanité. Donc, je ne vais pas les rejeter. De toute façon, j'ai rencontré énormément d'amis dans les aéroports. Parce que c'est un peu le syndrome du wagon. Vous pouvez toujours parler à quelqu'un que vous connaissez pas. Je suis sûr que ça doit vous arriver parce que vous êtes un sacré wagon. Les gens vous parlent et vous racontent tout, alors qu'en fait, les gens de leur famille ne savent pas la moitié de ce qu'ils vous ont dit. Eh bien, Oui. là, on a aussi. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que cette différence de niveau, finalement, ça éloigne l'horizon, on voit plus de choses de manière globale et on voit plus facilement la beauté. Donc, pour rejoindre votre idée par rapport à silence, absence de bruit, harmonie,
je crois aussi qu'on voit plus de beauté. Pour moi, il y a une forme d'épure, et je pense à une phrase de Saint-Exupéry, mais elle n'est pas parfaite, qui dit, c'est pas exactement comme ça, mais je restitue l'esprit, tout est achevé, non pas quand il y a plus rien à rajouter, mais plus rien à enlever. Oui, c'est très beau. Et vous savez que ce que vous dites, c'est la notion d'élégance de la théorie de Chaitin. C'est-à-dire que la notion d'élégance, c'est quand vous avez un produit, si vous enlevez la moindre de ces parties, ça dégénère. Donc ça veut dire que toute partie présente est essentielle, alors que vous pourriez rajouter quelque chose. Rajouter serait peut-être superflu, mais ce qui est le plus beau, c'est qu'effectivement, si vous enlevez quelque chose, eh bien, vous perdez ce caractère essentiel. Donc, on trouve aussi dans cette beauté euh, l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, c'est ce qui nous permet d'être plus proche du transcendantal. Est-ce que vous voyez d'autres invariants dans le monde de l'intelligence extrême? De points communs ou de Pour moi, caractéristiques communes? on parle souvent d'empathie. Donc l'empathie, je la vois déjà au niveau de la douance, c'est-à-dire déjà à 2%, mais pas à ce niveau-là. Pour moi, l'empathie euh, réelle, capable de transformer et de régler des problèmes, parce que on n'est pas simplement dans le cadre de la consolation, mais la capacité vraiment de se projeter à l'intérieur de l'autre, de voir comment il voit le monde. Ça, c'est quelque chose. Euh, si vous voulez, par exemple, vous avez l'ego et l'alter, hein, l'alter ego. Mais en général, vous dites pas de l'autre que c'est un alter. Or, ça l'est. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois beaucoup plus d'alter ego. Pour être peut-être plus clair, au niveau de la société, on voit beaucoup d'ego. Au niveau de ce niveau-là, de l'intelligence extrême, on voit beaucoup d'alter. Donc en fait, c'est pas je et l'autre, c'est les autres des autres. Parce que quand on dit par exemple je et les autres, eh bien les autres, c'est là où se trouve plus l'humanité, c'est pas tellement dans le jeu. Bon. Le problème, c'est que pour moi, le jeu au niveau de l'intelligence extrême, c'est l'autre autre. C'est-à-dire que si chacun est un jeu et l'autre est l'autre, on le comprend tous les deux, finalement on se rend compte qu'on est l'autre de l'autre. On n'est pas le jeu. Et ça crée un lien que vous aimez faire. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'on est, comment dire, co-humain. On n'est pas simplement humain. On n'est pas segmenté. On est en relation avec quelqu'un et ces relations sont bien plus visibles. Donc, cette notion d'alter ego, je trouve que les personnes, par exemple, que vous voyez pour la première fois qui vous disent, moi j'avais l'impression d'être seul. Et il faut leur dire, oui, tu es effectivement seul, mais tu as beaucoup d'alter ego. Et ça, après, quand il le comprend, il ressent dans son âme, parce que c'est un travail aussi au niveau de l'âme, hein, puisqu'on a parlé de transcendance, mais on n'a pas beaucoup parlé d'âme, c'est que il comprend qu'il y a une relation entre les âmes, elles ne sont pas forcément mortes, comme dirait Gogol, qu'elles peuvent être vivantes, qu'elles peuvent être ensemble, et même si elles se sentent seules, en étant ensemble et pas simplement à côté, elles œuvrent pour l'humanité et on voit son évolution. Ce qui explique pourquoi beaucoup de surdoués, alors je redescends jusqu'à 2% aussi, en fait ont envie d'avoir une contribution pour l'humanité, de sauver l'humanité, d'aider les gens. Enfin, C'est clair. il y a une espèce de mouvement qui est pas forcément partagé, mais qui est assez indécrottable en tant que constitutif de l'identité de la personne et sans doute de la manière dont l'âme s'anime. Mais en tout cas, puisqu'on est à 2%, c'est quand même une des caractéristiques de Mensa. Oui. Euh, d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ça fait partie de ses statuts. Donc, si les deux personnes qui l'ont conçu au départ ont pensé naturellement à cette idée de contribution à l'évolution de l'humanité, je pense que
effectivement, c'est un fondamental. Et simplement, dans le cadre de l'intelligence extrême, il y a une différence entre euh, la différence, c'est entre le devoir et l'honneur. Vous voyez, comme vous aimez bien les mathématiciens, il y a Dieudonné, Jean Dieudonné, il a écrit un livre pour l'honneur de l'esprit humain. Ah oui. Voilà. Donc, la douance, je pense que c'est une sorte de devoir. Et pour l'intelligence extrême, c'est une sorte d'honneur. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la vie n'a de sens que dans ce cadre-là. Dans le cadre de la douance naturelle, ça serait bien d'avoir aussi cette propriété. Alors que dans le cadre de l'intelligence extrême, on démarre par ça, c'est-à-dire on démarre par l'humanité et après on descend sur la localité, l'individu. Donc en fait, c'est normal, c'est vraiment une sorte de code d'honneur, Bushido, comme diraient les samouraïs, où la notion est tellement fondamentale que on démarre par celle-ci. Après, on voit le reste. Donc la première chose, je pense, pour l'intelligence extrême, c'est d'être contributeur à l'évolution de l'humanité. C'est pas simplement de faire partie d'elle. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire aussi, peut-être qu'on n'en a pas parlé, la relation au temps. La temporalité dans l'intelligence extrême est vraiment un invariant fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas le temps de la même manière. Et donc, dans ce temps, c'est que le temps est avec nous. Vous voyez, d'habitude, les gens disent je suis à contre-temps, tout est une histoire de temps, le temps c'est de l'argent, etc. Bon, mais cette vision que le temps est avec nous, ça veut dire que quand vous contribuez à l'évolution de l'humanité, le temps c'est l'incorporation de données qui permet l'évolution de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est fondamental de se dire que on vit au sein de l'humanité et que le temps est avec nous. Le temps et l'humanité, tempus et humanitas, c'est deux choses fondamentales. Dans notre discussion, on a très peu parlé du temps, même si on en a parlé de manière implicite. Moi, je pense que c'est deux choses fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'humanité qui va bien au-delà de la notion de société. D'ailleurs, même la notion de civilisation, elle va au-delà de la notion de société. Mais en tout cas, donc, il y a l'humanité et de l'autre côté, il y a le temps. Mais quand je parle du temps, la plupart des gens, quand ils parlent du temps, ils parlent de la météo. Mais ils ne parlent pas du temps de la production, du temps de la création, du temps de l'évolution. Et si on se met dans ce cadre-là et on regarde le temps et l'humanité, on se rend compte que la seule jonction possible pour que ça ait un sens, c'est justement via l'extrême de l'intelligence. Sinon, pour les autres, c'est-à-dire que, par exemple, quand on fait de la chronostratégie, l'unité, c'est le siècle. Ah ben, je peux vous dire que si vous rentrez en conversation avec des amis et vous commencez à leur dire, on va parler d'histoire, mais notre unité sera le siècle, et pas l'an. Alors, vous allez voir qu'il y en a certains qui vont être désarçonnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de penser comme ça. Ils ont l'habitude de penser comme ça. Donc c'est temporel. On sait par exemple ce que fait le gouvernement, on sait dans quelle république on est, etc. Mais si par exemple vous disiez, voilà, on va parler en termes d'unité, mais alors l'ordre de grandeur, c'est le siècle. Quand vous regardez une cité et vous dites dans 5 siècles, donc dans 5 unités, qu'est-ce qu'il y aura? La plupart des gens sont incapables de prédire ça parce ils sont pas habitués à penser ce qu'il y avait il y a 5 siècles. Mais parlant du temps, en fait, faut parler d'espace. C'est-à-dire qu'il faut changer de niveau d'espace Bien sûr. pour Mais parce que, avoir, et voilà, c'est de la quantité de data à traiter en même temps. voilà. Mais justement, ce qui est important, c'est que si vous avez accès au temps et si vous pouvez faire des choses de manière simultanée, comme on le voit très bien, par exemple, sur les ordinateurs, hein, quand on a des processeurs, coprocesseurs, etc., eh bien, moi, dans le cadre de nos recherches en mathématiques, il m'est arrivé de faire des calculs où le résultat des calculs, c'est plusieurs siècles. Mais simplement, comme on a accès à énormément de machines en parallèle, eh bien, on a pu le faire dans un ordre de temps de quelques mois. Mais
cela ne signifie pas qu'on n'en est pas conscient. Donc, quand via, par exemple, je parle de l'informatique pour que ça soit plus simple, quand via l'informatique, on peut faire des calculs qui normalement devraient être séculaires à l'échelle humaine, finalement, on les ramène à l'ordre des jours et des mois, ça fait qu'on fait progresser l'humanité de façon exponentielle. Simplement, on n'en a pas toujours conscience. Quand on aura les ordinateurs quantiques, on verra que les choses vont énormément changer. Mais ce qui va changer énormément, c'est la valorisation du temps. À quel point le temps est fondamental. C'est pour ça que il est préférable de lire L'être et le temps d'Heidegger que de perdre du temps avec le néant. Le temps est fondamental pour l'humanité. Et donc l'intelligence extrême, elle a une vision, et vous voyez comme je le dis, pour vous rejoindre, elle a une vision du temps. Et c'est pas une vision temporelle. C'est-à-dire que le temps, c'est vraiment un espace qui peut avoir sa géométrie, qui peut avoir ses bifurcations, qui peut utiliser le parallèle et qui peut se construire de manière arborescente et pas d'imaginer simplement le temps comme quelque chose de seulement linéaire. On se dit il y a avant, après et puis on ne sait pas quoi d'autre. Dans la notion par exemple de possède, donc d'un ensemble muni d'un partiellement ordonné, eh bien, ce qui est fondamental, c'est le temps incomparable. S'il est comparable, ça veut dire qu'on est sur la même branche. Si on est sur deux branches différentes, on ne peut pas le comparer. Donc, en fait, finalement, il y a l'inégalité, oui, c'est avant, après, mais il y a des fois, c'est pas comparable. Cette façon d'aborder les choses est tout à fait naturelle en intelligence artificielle, mais elle est aussi très naturelle dans l'intelligence naturelle. Et ça, c'est dû au fait qu'on a une autre vision du temps, qui est un temps dans lequel on s'investit, et pas dans le temps dans lequel on ne fait que dépendre de celui-ci. C'est-à-dire qu'on n'est pas en position d'attente. Moi, ce que je dis souvent, c'est très important dans les arrêts de bus de mettre à quel moment vient le bus. Si vous saviez combien de fois on a évité des problèmes simplement parce que les gens, ils savent quand il vient. Même quand il vous indique qu'il est en retard, c'est toujours une information positive parce que votre cerveau se met à se préparer à ça. S'il ne sait rien, c'est vraiment une façon de le nuire. Donc, pour éviter cette nuisance, pour éviter cette friction, l'information temporelle est très importante. Donc, dans le cadre de l'intelligence extrême, euh, beaucoup de gens s'intéressent plutôt à des données spatiales. Et en fait, dans l'intelligence extrême, on voit beaucoup de données temporelles, mais comme elles sont codées comme si c'était de l'espace, finalement, ça revient au même, mais simplement, on n'est pas habitué à coder spatialement le temps. On est plutôt habitué à égrener le temps en pensant qu'il est linéaire. Et c'est pour ça, je pense que pour l'intelligence extrême, il y a de la vision, mais il y a surtout de l'incarnation viscérale. C'est-à-dire que tout le corps, pour moi, est un cerveau, et que c'est pas une vision de quelque chose qui serait extérieur, mais en fait, c'est incarné viscéralement et vécu de l'intérieur. Moi, j'appelle souvent comme un hologramme, mais et en fait, ce Non, mais qui j'aime peut... bien l'incarnation viscérale parce qu'on sait très bien, par exemple, que l'intestin a beaucoup plus de neurones que ce qu'on pensait avant. On avait Ouais. l'impression que c'était simplement le cerveau et le reste ne servait à rien. On a beaucoup évolué dans ce cadre-là, et je pense que cette sensibilité, cette incarnation viscérale, comme vous dites si bien, je n'ai pas besoin de la notion d'hologramme. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'hologramme est figé. Ah non, mais pour moi, mon hologramme, il est organique, il est pas figé. Il faudra vous mettre d'accord avec les physiciens quantiques, un hologramme est quand même figé. Hein. Oui, Donc, mais le mien, il est organique, donc pardon, je parle de mon hologramme à moi. C'est un espèce d'espace vivant organique qui bouge en permanence, où je peux télécharger des gens ou des systèmes. Mais il est à l'intérieur. Ce que je vois des gens d'intelligence extrême, c'est qu'ils sont dedans. Alors des fois, je leur dis que ce sont des data centers, mais ils ont un data center et ils sont le data center. c'est ça. C'est la différence aussi entre le verbe être et avoir. C'est que dans l'intelligence extrême, on est plus dans le cadre ontologique, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans le cadre du verbe être, c'est-à-dire qu'on donne ce qu'on est et on ne donne Oui. pas ce qu'on a.
Et ça, quand les gens disent, par exemple, quelqu'un a des capacités, et ils disent pas et des capacités. Alors qu'en fait, dans l'intelligence extrême, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, il est défini par cette vision et finalement cette capacité, ou on peut le dire différemment, c'est que sa théologie est égale à son ontologie. Il n'y a pas de différence. La plupart des gens ont une différence. Mais à partir du moment, on le dirait plus facilement pour un ordinateur, c'est-à-dire qu'on dirait que son ontologie, c'est peut-être son disque dur, tout ça, mais finalement, c'est pour faire quelque chose. Sinon, s'il fait rien, si on l'allume pas, ça n'a pas de sens. Bien, là, c'est pareil. Pour l'intelligence extrême, si elle n'est pas allumée, elle n'a pas de sens pour l'humanité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment l'état, mais c'est l'état de don. Et c'est un don. Et c'est assez intéressant aussi de la douance par rapport au don. C'est, on sent bien que quelque chose a été donné. Pour moi, c'est ça qui caractérise, si vous voulez, la douance de l'intelligence extrême. La douance, on en est encore au stade où quelque chose vous a été donné. L'intelligence extrême, c'est ce quelque chose, c'est vous que vous donnez aux autres. Alors que l'autre, l'impression, c'est simplement c'est une sorte de dotation. C'est pas ça. C'est pas une dot. Hein. C'est la capacité d'offrir aux autres ce qu'on est. Parce que finalement, on conçoit de façon, comme vous avez dit, viscérale, qu'on est l'humanité. On ne fait pas simplement partie, on n'est pas simplement quelque chose d'extérieur qui a quelques propriétés humaines. C'est ça l'humanité. Et à partir du moment où on en a conscience, et c'est tellement intense, eh bien ça s'exprime. C'est aussi pour ça qu'on a la volonté d'intelligibilité. Il faut que ça passe sur l'autre aussi, hein. Et il faut que Oui. ça devienne finalement un élément moteur de l'évolution de l'humanité. Donc c'est pour ça que je vous parlais de une sorte de code d'honneur et pas d'un devoir. C'est pas quelque chose, c'est pas des travaux forcés. Hein. Non, c'est constituant de la personne. C'est ça, exactement. Juste pour faire un prolongement pour les gens qui nous écoutent, qui ont souvent des problèmes dans les organisations avec lesquelles je bosse, public-privé depuis 35 ans, enfin soit à l'étranger, c'est que là où pour le monde ordinaire peut voir à court terme, je suis toujours sur la question du temps, peut voir à court terme ce qui peut se passer à une semaine, un mois ou 2 mois ou un an. L'intelligence extrême, elle va le voir de suite les conséquences sur du temps long, un peu comme 1 plus 1 égale 2 avec des difficultés à expliquer comment on y arrive. Mais le rapport au temps de la perception comme une évidence, très souvent impartageable sur la manière dont la boîte noire s'est mise en mouvement, et qui est très souvent pour expliquer les personnes qui ont des problèmes de temporalité qui ne le comprennent pas, les enfants à l'école, les adultes en entreprise ou en famille ou avec les amis, c'est de fait d'être sur plusieurs temps ou plusieurs dimensions comme une évidence, et pour beaucoup qui comprennent pas que les autres le voient pas, être sur des temps courts et pas voir, enfin ça part dans les deux sens, d'incompréhension au risque de maladresse. En termes de vie de vie collective, de la difficulté, ce rapport au temps, et je suis bien d'accord comme étant un invariant, on n'a pas tous les mêmes rapports au temps, et plus on monte dans l'intelligence extrême, plus en fait on va aller très très vite sur les incidences en temps long comme une Ah, évidence. si vous voulez, en fait, c'est corrélé avec la notion de vision. Quand on n'a pas de vision, on a besoin de prévision. Mais quand on a une vision profonde, la prévision, c'est un fait. Donc en fait, on voit à l'avance ce qui vient, mais c'est pas une prévision, c'est que c'est visible. Et ce qui est un peu surprenant, si vous voulez, c'est que les gens adorent des modèles prédictifs, mais finalement, ils ne se rendent pas compte qu'il suffit d'écouter des visionnaires. Donc, par exemple, quand on parle énormément d'Apple et on oublie un peu l'apport de Steve Jobs, euh, si c'est pas clair qu'il y avait une différence qui faisait la différence, maintenant c'est quand même clair. Donc, il y a une différence entre produire un objet et dire on a une nouvelle version, c'est très bien parce que c'est énormément basé sur le marketing,
et voir un nouvel objet qui est une nouvelle version qui n'a rien à voir. Et on se dit, mais enfin, ça n'a gardé que le nom. Donc, la différence, c'est ce qui est imprédictible, c'est pas forcément imprévisible. C'est que ça peut être visualisé, on peut le voir, et après tout, vous le voyez bien, parce qu'on a parlé plusieurs fois, par exemple, de jeux stratégiques, un grand maître, sur le même échiquier, ne voit pas la même chose que quelqu'un qui est amateur. Or, il voit bien les mêmes pièces, mais c'est la différence entre regarder et voir. Donc, à partir du moment où dans l'intelligence extrême, la notion de voir est plus courante que celle de regarder, c'est normal que la vision soit dominante et qu'elle n'a pas besoin de prévision, parce qu'elle voit à l'avance, et donc effectivement, il peut y avoir un problème de vision temporelle si on n'arrive pas à se coordonner. Il y a des gens qui veulent à tout prix avoir le programme de la semaine, le programme de la journée, etc. Mais moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que si le programme est trop rigide, il ne permet pas la sérendipité. Donc, il ne permet pas quelque chose qui n'était pas prévu et qui va avoir une contribution. Donc, il faut toujours avoir un programme, mais il faut qu'il soit suffisamment fluide pour pouvoir absorber des éléments nouveaux sans être perturbé. Et ça, c'est possible quand on a une vision qui fait office de prévision. Donc là, c'est quand même bien l'utilisation du temps, puisqu'en fait, on voit dans le futur pour gérer son présent, alors que la plupart des gens essayent de voir dans le passé comment ils vont gérer leur présent. Mais là, ça va les amener à faire quoi? Eh bien, en général, du conservatisme ou du misérabilisme, dans le pire des cas, alors qu'en fait, en voyant le futur, ben, ils vont être capables d'investir leur intelligence dans un cadre qui ne sera pas gaspillé. Et ça, c'est fondamental, parce que moi, ce que je vois, euh, ça va peut-être vous faire rire, mais dans le domaine de l'intelligence extrême, ce que je vois, c'est qu'il y a très peu de gaspillage. Exactement. C'est de l'optimisation. Il y a un C'est ça. programme optimisation. Voilà. Donc, c'est naturel, ça fonctionne comme ça, et d'un seul coup, la société découvre que ça serait quand même bien de ne pas gaspiller. Mais justement, on gaspille parce qu'il y a énormément de bruit. Quand je vous disais tout à l'heure pour l'orchestre symphonique, eh bien, il n'y a pas de gaspillage parce que les mouvements, et surtout quand vous voyez le directeur d'orchestre, vous dites effectivement, il gaspille rien du tout parce que il faut que tout ait un sens et que tout soit interprétable de manière claire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas faire des mouvements dans tous les sens pour expliquer ce qu'il fait. On le voit bien que justement, cette absence de bruit permet d'éviter le gaspillage parce qu'on est plus dans ce qui est l'essence, on a de la clairvoyance, et à partir du moment où on a cette vision temporelle, euh, gaspiller le temps, c'est un outrage qui est fait à l'humanité. Et il y a une forme d'esthétique aussi dedans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça rejoint, si vous voulez, c'est votre élégance essentielle. L'esthétique, c'est quand même aussi ça. C'est-à-dire que si quelque chose est esthétique, si vous voulez enlever un morceau, c'est qu'il va manquer quelque chose. Exactement. Voilà. Sinon, il y aura du superfétatoire ou du superflu, c'est ça. Donc, on a vu l'absence de bruit, on a vu l'optimisation, on a vu le rapport au temps. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez dans les invariants d'intelligence extrême? La présence de l'humanité dans la mémoire. Ah ouais. Comment ça se traduit? Bah, vous le dites simplement, c'est comme une masse de données. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit maintenant énormément de données, les gens n'imaginent pas qu'on puisse se dire, voilà, moi j'ai comme donnée l'humanité. C'est Ah, ça, la masse de données. Donc à partir de ce moment-là, l'intelligence sans mémoire, elle serait possible. Par exemple, si vous avez un problème je veux dire mental, vous n'arrivez pas à assimiler des choses. Bon, vous auriez quand même de l'intelligence. C'est par exemple, quand on est dans les cadres de jeux stratégiques, il n'y a pas de mémoire dans le sens historique. Hein, on est sur un jeu, ça commence avec une partie, ça se termine. Mais il ne faut pas se rappeler de ce qui se passait il y a 1000 ans. Ce qui nous rend humains,
au niveau de l'échelle de l'intelligence extrême, c'est que la mémoire de cette intelligence, c'est l'humanité. Et ce n'est pas simplement une mémoire humaine. Et c'est pour ça qu'elle est si diversifiée au niveau de ses centres d'intérêt. Parce que c'est comme si on disait, quels sont les centres d'intérêt de l'humanité? Ça serait presque incohérent de le dire. L'idée donc, c'est d'imaginer que l'intelligence extrême trouve naturel d'avoir une mémoire qui est celle de l'humanité. Parce que finalement, c'est pas je est un autre, c'est nous sommes l'autre des autres. Donc on retrouve en fait les méta-architectures qui C'est ça. conduisent à une forme de transdisciplinarité et qui permettent de toute façon de transposer et d'accéder à des champs qu'on ne connaît pas parce que de toute façon il y a une métamusique qui fait qu'on va y accéder rapidement sans maîtriser toute la data et toute la mémoire qui saturerait le cerveau, mais les outils utiles, en fait, un système flash pour accéder à tout. C'est ça. Alors, vous dites rapidement, je pense que c'est surtout avec aisance. Vous voyez, c'est avec aisance. Vous Et vous l'opposez avez... rapidité? Oui, oui, parce que je trouve que la rapidité est souvent un critère pour des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Dans le cadre Ah de oui, l'intelligence je suis d'accord. extrême, c'est pas la rapidité qui est caractéristique, hein. C'est l'aisance avec laquelle on peut faire des transpositions où les autres se disent mais ça c'était pas possible. Donc ils n'allaient pas faire plus vite ou plus lentement, ils le feraient jamais. Donc pour moi, l'aisance dans l'élégance via l'harmonie est beaucoup plus caractéristique que simplement la célérité. Je comprends. Enfin, je suis d'accord quand je parlais de vitesse, je parlais de ça, c'est-à-dire un système flash qui a accès à tout, et donc c'est pas une Voilà, question de temps, et donc c'est pas une question de rapidité. c'est une question de capacité interne. Vous n'avez pas besoin, par exemple, quand vous avez vos processeurs, vous avez besoin d'un bus, donc ça va travailler. Mais là, en fait, si vous avez besoin d'un bus, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cette image, vous allez faire du swap. Et ça, Oui, c'est c'est pas ça. ça. Là, on n'a pas besoin de swap. Imaginez que la mémoire centrale soit suffisamment grande pour ne pas avoir à swapper. Et là, ça change les choses. Donc, ce qui est important, c'est que euh, la mémoire, c'est l'humanité dans l'intelligence. Mais l'humanité avec le grand H. Alors, avec quand c'est le petit h, ben, c'est simplement que c'est la gentillesse que vous avez déjà repérée. Mais le grand H, vous voulez, vous allez voir comment ça rejoint l'empathie. Si par exemple, on vous dit, et vous êtes dans ce cadre-là, donc vous le ressentez, on vous dit que votre civilisation va mourir dans 200 ans. Ça sera très difficile pour vous de ne pas être contrit. Alors que normalement, quelqu'un de normal vous dirait, mais qu'est-ce que tu en as à foutre, ce sera dans 200 ans. Donc ça veut dire qu'on va vivre 200 ans, c'est bon. Non, parce que vous allez tout de suite faire la projection, ça veut dire que cette civilisation meurt. Vous êtes Oui. capable de faire ces unités et de vous dire, voilà, ça sera la fin. Et donc c'est complètement différent pour une civilisation de démarrer de sa naissance, plutôt que de savoir dès le début qu'elle est condamnée. Mais Donc, moi, j'ai vécu ça. Il y a 20 ans, je passais des nuits blanches pour le monde d'aujourd'hui que je connais depuis 20 ans. Je parle de géopolitique mondiale hein, et de ce qui va advenir pour les temps prochains. ah oui, Enfin, que vous ayez vécu ça, et justement, c'est pour ça, je ne vous le dis pas par hasard, mais je dis que quelqu'un qui est normalement constitué, si on lui dit qu'il y aura des problèmes dans 20 ans, 30 ans ou dans 2 siècles, il s'en ils fout, s'en quoi. fichent. Ouais. Voilà, mais si c'est pour le lendemain, ça va lui poser un problème. Mais cette capacité que vous avez, c'est parce que dans votre mémoire, vous avez cette humanité. C'est l'humanité en vous qui est gênée. C'est pas votre être humain sur place. Ça, c'est simplement un ensemble de cellules. Mais le fait que votre mémoire soit capable de penser ce collectif qui est à l'échelle de l'humanité, ben, ça vous pose un problème quand vous voyez que ça va finir. Donc, quand on dit par exemple que l'humanité va aller sur Mars, bien sûr qu'on le sait. Et on le sait depuis le début. Et par contre, on a du mal à réaliser qu'on est plus proche d'aller sur Mars que ce qu'on était d'aller sur la Lune. Oui. Donc la durée est complètement différente.
Simplement, on n'est pas encore souvent on dit en rigolant que le premier homme qui va aller sur Mars est déjà né. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Mais ce qui est important, c'est d'imaginer que la vie naturelle de l'humanité, c'est pas seulement la Terre. Ça sera le système solaire et on trouvera ça totalement normal. Comme, en fait, finalement, parce qu'il faut bien se rendre compte de ceci. Et je vais revenir à vos activités. Par exemple, l'Europe a découvert l'Amérique. Bon, c'est pas l'Amérique qui a découvert l'Europe. L'Europe a mis un certain temps pour la découvrir. Elle a commencé par les Vikings, on a cru que c'était Christophe Colomb, etc. Bon. Mais ce qui est important, c'est que quand on a deux civilisations, c'est qui découvre qui. Donc, qui est découvreur et qui est découvert. Bon. Eh bien, le problème, par exemple, de l'intelligence extrême, c'est de s'adapter à ça et de dire au monde qui sera découvert qu'il n'était pas seul, qu'il y avait d'autres. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en a qui font partie des gens qui vont aller trouver les autres qui se sentent seuls, alors qu'ils pourraient être eux-mêmes seuls. Mais le fait de trouver les autres et d'aider les autres à se trouver, finalement, est une contribution plus importante que simplement d'étudier son ego et de faire une introspection psychologique. Le fait de trouver les autres, de les transformer en isolés, en personnes rares, c'est fondamental pour l'humanité. Et c'est pour ça que je suis très content que vous fassiez euh, votre œuvre et que vous ayez votre chaîne et que Gaëtan vous aide, parce que c'est une façon visible de voir ce que vous avez dans votre tête. C'est pas simplement une contribution à mon propre centre d'intérêt. Quand notre centre d'intérêt, c'est les autres, c'est qu'on est altruiste. Hein. C'est un point vraiment important pour les parents ou les enseignants ou les professionnels ou les psys ou les autres qui comprennent pas comment et pourquoi des enfants sont en souffrance, sont en stress par rapport au monde et que les parents essaient de leur expliquer ou de leur donner des bonbons, des gâteaux, des vacances, comment c'est constitutif d'une espèce de conscience supérieure, parce que dans l'intelligence supérieure, moi je mets conscience supérieure, conscience du monde, et qu'ils le vivent pas pour eux. Ou pourquoi aussi, pour moi, les surdoués ne font pas de crise d'adolescence et ils ont une posture de parentalisation, y compris sur la chaîne parentale et générationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge la structuration et parfois les traumas familiaux, ce qu'on peut voir en thérapie brève systémique, qui est une autre de mes casquettes, ou arrêter une chaîne générationnelle sur 3-4 générations, parce que en gros il y a une partie de conscience, mais qui va avec une partie de sacrifice, de la manière dont ils interagissent avec le monde. Et cette conscience-là, elle est très souvent incompréhensible ou incomprise, en tout cas, par le monde ordinaire. Mais en tout Et cas, possiblement pathologisée, ce qui est plus grave. oui, mais ce que vous dites avec la conscience, que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est dommage, mais c'est une conscience globale, c'est une vision holistique. Donc c'est pas simplement la conscience de soi dans un monde extérieur, c'est comment moi, en tant que conscience globale, je contribue à l'évolution de ce monde. Donc c'est sûr que des structures qui sont des structures de génération, des structures familiales, c'est quelque chose qui va bien au-delà. Donc on peut comprendre que cela peut créer des frictions, on peut comprendre aussi que cela peut inverser les choses, effectivement. Vous avez parlé de l'absence de crise d'adolescence, effectivement, parce qu'on a directement quelqu'un qui est adulte. En fait, finalement, on a quelqu'un qui est né vieux. Exactement. Voilà. Donc, cette naissance de la sagesse ab initio est incompréhensible. Pourtant, elle a un sens à partir du moment où on dit que la mémoire, c'est l'humanité. Donc, c'est l'humanité qui se retrouve dans un individu qui a une conscience collective et qui essaye aussi d'aider les autres, non pas pour être comparé, mais pour que finalement, le comparable existe. Ouais, c'est un magnifique programme. Est-ce que vous voyez d'autres points? Non, moi je vois maintenant l'heure. Je Oui. ne peux pas enlever l'heure de mon écran.
et je me dis, normalement, Gaëtan doit être sur les nerfs. Enfin, je sais pas ce qu'il doit faire. Heureusement qu'il a pas mis un compteur avec une bombe à la fin. Non, mais Gaëtan, il est adorable. Et il est concerné quand même un tout petit peu par le sujet. Enfin, C'est un ça, petit bien peu sûr. beaucoup même. Mais Euh, moi, je pense que comme normalement vous vouliez faire 2 émissions d'1 heure, on doit quand même être largement au-dessus, hein. on fera 2 émissions de plus d'1 heure, mais c'est tellement magnifique et rare, je trouve, l'échange qu'on a pour essayer d'aider les personnes concernées ou les personnes qui sont pas concernées mais qui sont de bonne volonté pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Est-ce Et que au-dessus, sur ce, c'est ça le sujet, hein. oui, Il y a quelque chose en oui, dessous de l'iceberg. oui. Est-ce que sur le sujet et puis on va commencer à atterrir de cette intelligence extrême, vous voudriez rajouter des choses? Évidemment qu'on va voir après, on va mettre vos liens, on va mettre ce que vous voudrez en ressources sur la vidéo. J'étais On va très voir ça heureux de après. cet entretien. On n'a pas eu de problème technique, on n'a pas eu de problème de censure, le Zoom et tout le système n'est pas tombé, donc ça va très bien. Et je vois qu'on est parfaitement compatible alors qu'on était quand même deux inconnus. Et Oui. moi, je pense que vous faites la même chose vous aussi. Après 3 heures de conversation, surtout de ce type, c'est très rare dans la vie courante d'avoir accès à quelqu'un de cette manière. Donc, pour notre deuxième échange, je trouve c'est bien. Bah, c'est pour ça que je suis allé vous chercher. Sinon, je l'aurais pas fait. Bien Mais sûr, non mais je veux dire, vous voyez combien c'est rare, quoi. Je veux dire, on a je sais une bien. et je vois exactement comment vous faites et je suis très content que la chaîne existe et que vous m'ayez donné l'occasion d'y contribuer de cette façon. On va se quitter. Merci infiniment d'être venu. Je suis ravi de cet entretien. Je ne doute pas que ça va aider plein de gens paumés. Il y a des fois des personnes qui me disent, Fabrice, je suis pas HPI. Ben, je dis non, t'es pas HPI parce que t'es barré bien plus haut et que c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même chose. On a des points communs, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans l'intelligence extrême doutent d'être HPI au regard de ce que les médias, les bouquins ou les gens disent des surdoués à 2%. Oui, mais Donc c'est extrêmement important pour moi. c'est parce qu'ils sont nettement au-dessus et ces caractéristiques ne les caractérisent pas. Donc je pense que cet échange, cet entretien, cette conversation est finalement ce cadeau que vous m'avez fait de contribuer aussi à votre chaîne. J'y suis très sensible parce que c'est extrêmement rare. Et comme je le disais précédemment, le fait qu'on soit compatible alors qu'on est inconnu, ça prouve quand même que l'harmonie existe. Donc encore merci pour permettre aux autres de travailler pour vous au service des autres. Merci beaucoup, Nikos. C'est avec grand plaisir et merci infiniment de votre contribution. C'est extrêmement rare d'avoir un interlocuteur comme vous sur des sujets aussi subtils et délicats parce qu'on peut pas en faire l'économie de la subtilité, de la délicatesse et de l'élégance qui appartient à ce monde-là. Merci infiniment. C'est moi. Bah écoutez, je suis vraiment très très honoré, ravi, heureux de ce temps qu'on a passé avec Nikos Ligeros dans un monde où on me sollicite régulièrement, mais j'aime bien pas être tout seul à répondre aux choses. Et puis Nikos a accès à des dimensions que moi j'ai pas, et on peut tout autant en échanger. Donc ça s'adresse aux personnes qui doutent, qui sont concernées, aux personnes qui sont dans la confusion, aux parents, aux éducateurs, aux professionnels qui pensent que l'intelligence extrême, c'est la même chose que de l'intelligence à 2%. Pas du tout. Et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de confusion. Évidemment qu'il y a des traits en commun, mais on n'est pas sur la même dimension. Et personne n'y peut rien. Enfin, voilà, personne n'y peut rien. On fait avec ce qu'on a, à fond, on fait avec ce qu'on n'a pas. L'objet là, c'est d'avoir plus de caractéristiques
de ce qui appartient communément aux intelligences extrêmes. D'avoir un interlocuteur intelligible, c'est extrêmement rare d'en trouver avec sa polydisciplinarité et sa capacité à naviguer comme le fait Nikos. Donc vraiment, j'attendais cette balade et je suis très heureux de la balade. Et j'ai d'autres personnes dans l'intelligence extrême qui sont prévues dans les rendez-vous, mais comme je veux être sûr d'être sûr des rendez-vous, je vous en parle pas maintenant. Mais c'est programmé pour cette année. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire de plus? Comme d'habitude, protégez les enfants. Et surtout, protégez bien les enfants. Et là, on rajoute une dimension pour les enfants extrêmes, peut-être imprévisibles alors qu'ils sont prévisibles, peut-être maladroits parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ou qui peuvent être aussi des snipers parce que le monde qu'ils voient leur est assez insupportable. C'est rare, mais c'est pas exceptionnel du tout. Et parler du monde extrême, pour moi, c'est aussi une manière d'aller parler de 3 sigma, de 2 sigma, de 1 sigma, et puis ça concerne aussi tout le monde, c'est un bénéfice. Si on parle d'humanité et d'une meilleure intelligibilité des connexions, ça devrait pouvoir concerner tout le monde. Mais on part pas du même endroit. Et puis pour terminer, notre livre qui a vraiment un grand succès avec Élodie Crépel. Donc 50 clés, c'est fini. Je prends enfin ma place avec plus d'une 50aine de clés pour vous aider. Il est toujours accessible sur les plateformes ou sur les librairies, donc aux éditions Très Daniel avec Élodie Crépel. On vous mettra aussi la photo sur la vidéo. Et prenez soin de vous. Si vous êtes concerné, gardez de l'espoir parce que cette chaîne, elle a le but aussi de garder de l'espoir. Et puis, merci Gaëtan. Mettez des pouces, abonnez-vous, soutenez-nous parce qu'on a besoin de soutien pour promouvoir ces programmes pédagogiques. Merci beaucoup. À bientôt.